tous, je m'appelle Florence de Soultret, je suis journaliste au sein du groupe M6. Bienvenue dans cette controverse, 30 minutes autour de notre thème, réconcilier les salariés avec la raison d'être. Avec nous Jean-Dominique Senard, président de Renault, et Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des dépôts et directeur de la Banque des territoires. Alors depuis 2019, la loi Pacte permet aux entreprises qui le souhaitent d'inscrire dans leur statut une raison d'être, c'est-à-dire une phrase qui leur permet de se doter d'une mission d'intérêt général. Adieu Milton Friedman, la raison d'être d'une entreprise n'est plus la recherche du profit, et la promesse désormais, c'est de redonner du sens au travail. Seulement voilà, on est 5 ans plus tard et le résultat est un peu mitigé. 2 tiers des salariés, d'après les sondages, ne savent pas ce que recouvre la raison d'être. 2 tiers des moins de 35 ans, autre chiffre, sont prêts à démissionner pour manque de sens. Alors on a la chance d'avoir avec nous donc Jean-Dominique Senard. Vous êtes le co-auteur du rapport qui a largement inspiré la loi Pacte. C'est vous qui avez même façonné cette idée d'une raison d'être. Alors certains critiques disent que c'est un slogan. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie ? Bonjour tout le monde. Ça ne peut en aucun cas être un slogan. La raison d'être, telle qu'on l'avait envisagée il y a déjà 5 ans, c'est vraiment la tête de la colonne vertébrale d'une entreprise. C'est ce qui relie l'ADN de l'entreprise, son origine, à son avenir, ce que j'appelle souvent l'étoile polaire. C'est fondamental parce que c'est de la raison d'être que va naître la stratégie d'une entreprise. S'il y a une différence entre la stratégie et la raison d'être, ça ne va pas durer très longtemps. Il faut donc qu'il y ait une cohérence absolue, c'est elle qui commande tout. Par conséquent, c'est un sujet très sérieux. C'est quelque chose qui ne peut pas prendre 2 minutes. Ce n'est pas un slogan. C'est un travail qui doit être fait avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et ça peut prendre un certain temps et tant mieux parce que le simple moment qui est consacré à l'élaboration de cette raison d'être est un moment de dialogue extraordinaire dans l'entreprise. Donc c'est ça, la raison d'être. Je n'ai pas changé d'avis. Aujourd'hui, ça reste, et j'en suis content, parce que vous dites effectivement, peu encore de salariés sont conscients de ce que ça recouvre, mais il y a 5 ans, on n'en parlait même pas. Et je pense que ce mouvement-là est un mouvement sur lequel on ne reviendra pas. Il est trop important. Il commande en quelque sorte toute la suite de notre débat. Alors on voit qu'il est devenu important dans le secteur privé. 80% des entreprises du CAC 40 ont adopté une raison d'être. Donc par le haut, il est important. Dans le secteur public, Olivier Sichel, la Banque des territoires, c'est un établissement public. Les missions d'intérêt général, c'est un peu dans l'ADN du service public. La raison d'être, est-ce que c'est superflu dans votre secteur ? Alors c'est vrai qu'on pourrait penser que dans le secteur public, on n'a pas forcément besoin d'une raison d'être. Vous ne posez pas la question de la raison d'être d'un hôpital, la raison d'être d'une école. Et dans un établissement public comme la Caisse des dépôts qui a plus de 200 ans, la loi vous donne la raison d'être de l'établissement et les gens n'ont pas besoin de sens, ils savent pourquoi ils sont à la Caisse des dépôts et pourraient travailler à la Banque des territoires. Et pourtant, à l'issue des travaux faits par Jean-Dominique Senard, nous avons éprouvé le besoin d'avoir une raison d'être pour le groupe, parce que la Caisse des dépôts, c'est un établissement public, mais c'est tout un groupe, et on s'est dit, qu'est-ce qui peut unifier le postier de Marmande, le salarié d'Orpea qui travaille dans un EHPAD à Saint-Rémy-de-Provence, le gardien d'un HLM de CDC Habitat, j'ai vu la présidente de CDC Habitat dans la salle. Et donc, on s'est doté d'une raison d'être qui a été un travail très important. Comme le dit Jean-Dominique Senard, on ne l'a pas fait au hasard. On a mobilisé pas des centaines, mais des milliers de collaborateurs à l'intérieur du groupe pour trouver ce lien du groupe Caisse des dépôts. Alors, c'était il y a 5 ans. Je crois que c'était pour les 2 groupes, Renault et pour le groupe CDC, c'était en 2019. Depuis, Jean-Dominique Senard, si on passe au diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisqu'on parle de réconcilier. Qu'est-ce qui s'est cassé ? Mais c'est passionnant, ça, justement, parce que vous avez parfaitement décrit ce qui s'est passé chez vous, et c'est formidable. Depuis, on s'est rendu compte que la raison d'être qui, en fait, détermine une forme de sens collectif. N'oublions pas que tout ceci est venu dans un débat autour duquel, et on n'a pas le temps de rentrer, mais tout le monde était à la recherche du sens. On ne sait pas très bien de quoi, mais on cherchait le sens. Et le sens collectif, dans une entreprise, comme dans une institution, c'est la raison d'être qui peut la donner. Ce qui manque, et on s'en est rendu compte depuis quelque temps,
c'est le complément à cela. Et je veux simplement introduire le fait que l'année dernière, nous avons fait un très gros travail au moment d'un exercice qui s'appelait les Assises du travail, qui est passé peut-être un peu inaperçu, mais j'ai été responsable avec Sophie Thierry de la CFDT d'un rapport sur les Assises du travail. Qu'est-ce qu'il en est sorti en synthèse? Tout le monde social français a travaillé dessus, un travail incroyable, 150 personnes qui ont interrogé la France entière sur le plan social. Il est sorti de façon totalement unanime, et c'était très impressionnant, que notre pays, que notre société vivait un déficit considérable d'écoute, de respect et de reconnaissance. Et on peut le prendre de tous les côtés que l'on veut, c'est ressorti massivement. C'est un message très fort. La traduction de cela, c'est que non seulement il faut écouter ce message, mais il faut trouver le remède. Et on va peut-être en parler. Mais ce remède, c'est la réponse à la demande passionnée de sens individuel. La question du sens collectif, on en a parlé. C'est très bien. Il faut continuer, il faut pousser toutes les entreprises de France à avoir une raison d'être très très bien approfondie avec les collaborateurs. Mais ça ne suffit pas. Le sens individuel, qu'est-ce que je fais moi quand je suis dans cette entreprise? Comment est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce que je suis écouté? Est-ce que je suis respecté? Est-ce que j'ai l'autonomie que je veux? Tout ça, c'est tellement fondamental que si on passe à côté, tout ce qu'on vient de dire sur la raison d'être ne suffira pas. Voilà ce que je veux dire. Et c'est très important parce que ce débat-là en France aujourd'hui, autour de cette absence de reconnaissance, de sentiment d'absence de reconnaissance, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, mais enfin quand même, la perception est très forte. Elle explique, de mon point de vue, surtout après les travaux que nous avons faits l'année dernière, une grande partie du malaise social que nous pouvons rencontrer dans notre pays. Il ne faut pas s'étonner si quelques réactions populistes de ça et là, dont on parle depuis des mois, se manifestent particulièrement. Il ne faut pas toujours chercher des raisons très compliquées. Pour moi, une des principales, c'est ça. C'est que l'écoute n'est pas là. On est trop verticaux, on n'écoute pas suffisamment les gens, et qu'on le veuille avec la meilleure volonté qui soit, on a un déficit qui ressort et que les gens manifestent. Donc, est-ce qu'il y a... Est-ce que, Olivier Sichel, vous observez cette même crise de l'écoute, c'est-à-dire ce même problème de traduction de la raison d'être en haut à l'arrivée des raisons d'être individuelles et au sentiment de reconnaissance au niveau individuel? Est-ce que c'est la même chose dans le service public? Oui, c'est la même chose, mais ça a précédé la raison d'être. Comme je le dis, quand vous travaillez dans une école ou dans un hôpital, vous n'avez pas besoin de raison d'être. Mais ce que vous disent les gens, ils disent « moi je suis rentré pour soigner et dans un hôpital je passe mon temps à faire de l'administratif. Je suis rentré pour enseigner, pour transmettre des savoirs et les conditions ne sont plus réunies pour que je puisse faire ce travail-là. » Donc il s'agit, comme disait Jean-Dominique, de recréer ces conditions pour véritablement effectuer sa mission. C'est important pour les entreprises de définir leur sens, mais pour le secteur public, le sens, il est déjà... Les gens s'engagent tous dans notre groupe, à la Caisse des dépôts, pour l'intérêt général. Et même, on a quelque chose qui va au-delà, qui s'appelle la foi publique. C'est fort comme terme, quand même, hein, la foi publique. Quand vous venez comme moi d'un autre endroit, les gens sont amis de la foi publique, c'est important. Mais on passe énormément de temps avec Éric Lombard à dire ce que nous conduisons, c'est un projet managérial. Et le projet managérial, c'est de réaccorder au niveau individuel les conditions d'exercice de ma mission, quelles sont les ressources, quelle est ma marge d'autonomie pour le faire. Or, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu particulier en France, c'est qu'en France, on aime beaucoup les statuts, on aime beaucoup les règles, et force est de reconnaître que plus vous avez de statuts, plus de règles, moins vous avez d'autonomie et de marge de manœuvre. Donc c'est l'une des difficultés sans doute qu'on a dans cette tension entre le besoin très très fort de règles qui garantissent l'égalité, à laquelle on voit bien nos concitoyens sont très attachés, mais aussi l'autonomie qui me permet de m'adapter à certaines circonstances. Nous, à la Banque des Territoires, on a passé beaucoup de temps à déconcentrer et à dire vous avez la possibilité de prendre des décisions au niveau de proximité. Et les décisions qu'on prendra à Aix-en-Provence, ce n'est pas les mêmes qu'on prendra à Dunkerque, qu'on prendra en Corse ou qu'on prendra dans les Outre-mer, par exemple. Mais il a fallu, à ce moment-là, donner les conditions d'autonomie, de déconcentration, sur lesquelles il faut beaucoup travailler pour, à ce moment-là, redonner du sens et être sûr qu'on soit en accord entre la stratégie de l'entreprise et puis ce que visent les collaborateurs au quotidien. Je vous vois acquiescer, Jean-Dominique Senard, au mot autonomie. Oui, effectivement, ce que vous avez dit là est
très intéressant, d'autant plus qu'à l'issue des travaux de l'année dernière sur les assises du travail, il ne s'agissait pas uniquement de s'occuper du secteur privé, il était beaucoup plus global. Et les gens qui ont réagi le plus fortement aux conclusions dont je vais vous parler maintenant, c'est la fonction publique. Parce qu'il s'agissait de comprendre pourquoi, au fond, il y a une forme de démobilisation. On a écrit de tonnes de choses sur le travail. Tout le monde a eu son mot, son article, etc. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'au cœur de tout ça, au cœur de tous les sujets de distanciation par rapport au travail, on adore l'entreprise en France, c'est probablement une des institutions les plus respectées. Les autres, justement, ont un peu perdu le sens, perdu la capacité de donner du sens. L'entreprise est aimée. Le paradoxe, c'est que les gens considèrent que le travail n'est pas la chose la plus importante dans leur vie. Les chiffres corroborent de partout. C'est très impressionnant. Aujourd'hui, il y a 25% des Français qui considèrent que le travail est important pour eux. Ils étaient quand même 60% il y a 30 ans. Il y a quand même une évolution qui interroge énormément. Et ce qu'il y a derrière, c'est cette absence de motivation, cette absence de reconnaissance, cette espèce de distanciation qui fait que, oui, je fais mon travail, mais finalement, je ne suis pas forcément reconnu pour ça. Dans la fonction publique, je vais être... Alors, pour le coup, je vais peut-être ne pas être correct, si je puis dire, puisque je ne suis pas issu de la fonction publique. Mais en revanche, j'ai entendu tellement de gens me dire on a trop de verticalité. Et en plus de la verticalité, on a des matrices de décision qui sont tellement complexes qu'on ne sait même plus qui est responsable. C'est vrai beaucoup dans l'entreprise privée, mais c'est très vrai dans la fonction publique. C'est aussi vrai dans l'organisation de nos territoires. Je vais être très direct avec vous, je pense que c'est un sujet qui dépasse largement l'entreprise, c'est un sujet qui va jusqu'à l'organisation de nos territoires et donc de l'État. Au fond, cette responsabilisation, puisque c'est ça la réponse à la question. Après tout, on peut faire un diagnostic, on est tous d'accord. Mais comment on fait maintenant? Eh bien, la réponse, c'est la responsabilisation. Et ce n'est pas un sujet facile, c'est un sujet horriblement compliqué. Il faut arriver à changer l'état d'esprit des dirigeants et des managers des entreprises. Il faut arriver à ce qu'ils deviennent non plus des hiérarchiques qui contrôlent le soir ce qu'ils ont commandé le matin, mais qu'ils deviennent des personnes qui développent les talents, des personnes qui résolvent les problèmes de l'équipe à laquelle ils ont confié une autonomie. C'est beaucoup plus difficile à faire, facile à dire. Ça prend des années. Chez Michelin, j'ai eu l'honneur de diriger une transformation culturelle phénoménale. Je vais vous le dire, elle a pris 8 ans. C'est pas grave que ça prenne du temps, mais quand c'est fait, quel changement! Plus aucun patron, et mon successeur qui est peut-être ici, je ne sais pas, vous le dira comme moi, les résultats de l'entreprise aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de cette transformation culturelle. Les gens se sont sentis en charge. C'est très dur à faire, on a des gros échecs, il faut savoir prendre les leçons, prendre son temps, mais il faut responsabiliser. Attention, ce n'est pas l'autogestion, qu'on se comprenne bien. C'est beaucoup plus difficile. Et pour les dirigeants, quel que soit leur niveau, enfin, leur rôle, j'allais dire, s'épanouit. Ils deviennent des personnes qui fixent le cap, qui aident leurs équipes à s'en sortir et qui résolvent leurs problèmes, mais qui les font grandir. C'est comme ça et à ce prix que partout, on arrivera à résoudre une grande partie de la motivation des équipes françaises au travail et qu'on ait enfin mettre fin à ce paradoxe qui est qu'on aime l'entreprise, mais qu'on n'y est pas heureux. Vous l'avez dit, c'est un travail long, c'est un travail coûteux en temps. Est-ce que c'est un travail que toutes les entreprises, je m'adresse à vous deux, de toute taille, PME, ETI, start-up, organismes publics, que tout le monde peut mener? Comment les convaincre de le mener concrètement? Je pense que tout le monde peut le mener, mais il faut avoir une conviction au départ. Je pense que tout le monde sent la conviction de Jean-Dominique Sénard, l'engagement qu'il faut faire. Il ne faut pas que ce soit un gadget, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit juste un espèce de slogan. Vous l'avez très bien dit, d'abord ça se prépare en amont, donc il faut une volonté, et ensuite il faut avoir l'honnêteté d'en faire une référence. Dans la suite de l'établissement de la raison d'être, Éric Lombard a été renouvelé, a fait un nouveau mandat. Les 3 axes stratégiques définis par son mandat, qu'il a présenté devant les parlementaires, transition écologique, cohésion sociale et territoriale, souveraineté, ont été déclinés en axes stratégiques, ont été déclinés de A à Z. Ça veut dire que, on est ici en direction régionale de la région PACA, sud, dirait Renaud Muselier,
il y a un axe transition écologique et on a financé, pas loin d'ici, la nouvelle station d'épuration d'eau. On a un axe cohésion sociale et on était, avec Myriam El Khomri, pour CDC Habitat, on faisait du logement social ici à Aix-en-Provence, cohésion sociale. Et en souveraineté, on est en train de travailler sur la souveraineté en matière d'énergie dans cette région. Donc vous voyez, il y a toute une colonne vertébrale qui doit partir. Vous l'avez dit, Jean-Dominique, c'est la tête au départ, mais après, il y a la colonne vertébrale, il y a les muscles et ça doit irradier absolument toute l'organisation. Sinon, c'est un slogan, c'est une mode et ça passera. Mais je ne crois pas que ça passe. Je pense que vous avez raison, et d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Qu'on ne vieille pas dire que les grandes entreprises sont différentes des petites. Parfois même, les petites PME et les ETI françaises étaient les plus passionnées dans l'idée de créer justement une raison d'être, d'avoir une mission, et de parfois même se transformer en entreprise à mission. Encore une chose dont je me suis senti un moment un peu responsable. Mais finalement, j'aperçois qu'il y a même dans la salle, je crois que le patron d'Orpea n'était pas loin d'ici, même s'il a changé de nom récemment. C'est une entreprise qui va vers une entreprise à mission. Je crois que la patronne de votre grand concurrent s'est transformée en entreprise à mission. Je voyais hier Avril, qui est quand même une entreprise de l'alimentaire français, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, etc., qui s'est transformée en entreprise à mission. Je veux dire, au-delà de Danone, au-delà de tous ces temps, il y a un mouvement incontournable. Et c'est formidable, parce que c'est très engageant. Je vous le dis sincèrement, c'est comme ça qu'on va attraper la question de l'engagement des personnes et finalement de contourner cette complainte permanente qui est le thème, mais on n'est pas heureux. Voilà, je crois que ça concerne tout le monde. Simplement, n'oubliez jamais une chose, c'est que ce principe de responsabilisation, qui, comme vous l'avez bien compris, pour moi est beaucoup plus général que simplement celui de l'entreprise, c'est quand même un mouvement majeur qui, pour moi, d'une certaine manière, parce qu'il s'agit du management de l'entreprise, parce qu'il s'agit du management de la fonction publique, parce qu'il s'agit du management de l'organisation de l'État, est quand même une cause nationale que je souhaite que chacun comprenne et prenne en main. Parce que si nous ne le faisons pas collectivement aujourd'hui, je pense qu'on se prépare des moments difficiles. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est valable pour tout le monde. Est-ce que, une dernière question avant de conclure, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau de l'État, est-ce que c'est pas faire porter trop lourd aux entreprises de devoir porter comme ça l'intégralité du... On a l'impression que c'est presque le sens de la vie de l'employé qui doit être assuré et rassuré par l'organisation. Pour l'entreprise, je vais répondre peut-être parce que ce sera plus facile, plus direct, mais oui, c'est lourd. Mais enfin, comprenons quand même que on a pu écrire il y a 5 ans que l'entreprise était une institution politique. Ça a choqué quelques personnes, je sais. Mais quand je disais ça, c'était avec Nicole Notat, on le pensait sincèrement. L'entreprise n'est pas là que pour faire du profit, comme le disait de façon un peu réductrice Milton Friedman. Capitalisme anglo-saxon qui a d'ailleurs gagné la France de façon très significative dans les années 90, 2000, 2010. L'entreprise est là pour faire du profit, évidemment, parce qu'elle ne survivra pas. Ce n'est pas un gros mot. Mais elle est là aussi pour prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. C'est ce que nous avons inscrit dans le Code civil français, qui n'avait pas changé depuis 1804. Écoutez, en disant cela, on a tout dit. C'est-à-dire que l'entreprise a en effet, de toute façon, sur les épaules, des responsabilités considérables, de rayonnement. Elle a des parties prenantes, qui ne sont pas seulement les actionnaires et les salariés. Les parties prenantes, c'est tout ce qui entoure l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les médias, les ONG, tous, citez-les tous. C'est pour ça que les entreprises doivent avoir un comité de parties prenantes. C'est trop important pour que le monde extérieur autour duquel l'entreprise rayonne puisse réagir. L'entreprise est une institution politique. C'est à l'intérieur de l'entreprise que l'on doit générer cette confiance. Mais il faut être certain que la responsabilité que nous avons, mais c'est vrai aussi de la fonction publique, soyons clairs, est extrêmement large. Parce que je crois que l'institution de l'entreprise est probablement une des plus crédibles qui soit aujourd'hui pour réaliser tout cela. Pourvu qu'on lui laisse la liberté de le faire et que l'on ne la bloque pas dans son développement par des contraintes trop excessives. Voilà, je m'arrête là. Mais... Peut-être un mot pour conclure également, Olivier Sichel. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, mais je ne souhaiterais pas qu'on fasse porter tout le poids de nos difficultés aux entreprises. On est quand même dans un état où, il faut le rappeler, 55% des dépenses du PIB sont publiques. Et donc, l'entreprise est dans le secteur privé, elle en prend beaucoup, mais l'entreprise ne sera pas à l'origine de
si vous voulez, de répondre à la demande très très forte de secteur de service public qu'on a actuellement et qui s'exprime incroyablement fortement sur les questions de santé, sur les questions de sécurité. Donc il y aura aussi, du côté du secteur public, des transformations à opérer pour répondre aux attentes des citoyens, aux attentes des Français. Merci beaucoup à vous deux. On va passer aux questions-réponses. Alors, je vois une question par là. Madame, n'hésitez pas. Donc, présentez-vous, s'il vous plaît, avant de poser votre question. Merci. Bonjour messieurs, dames, je suis Laetitia Duvanel, je suis dirigeante d'une entreprise à mission. Nous sommes aujourd'hui 1672 entreprises à mission en France. J'ai une question. Pourquoi nous sommes que 1672 entreprises à mission en France en 2024, soit 0,2% des entreprises françaises? Vous savez, c'est pas si mal. C'est contraignant d'être une entreprise à mission. C'est pas si simple. Il faut, comme vous le savez, que l'on intègre la raison d'être dans les statuts de l'entreprise, que l'on crée un comité de mission. Il faut aussi, et c'est très engageant, que l'on puisse suivre de façon très très rapprochée le déploiement de cette raison d'être. Je sais que c'est compliqué. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais je pense que c'est le sens de l'histoire et que vous montrez l'exemple. Après tout, qu'il n'y ait que 1700 entreprises à mission, je vais vous dire franchement, il y a 2 ou 3 ans, je n'aurais jamais imaginé ce chiffre. Donc, la contrainte, entre guillemets, qui est derrière cela, ce n'est pas vraiment une contrainte, ça veut dire c'est l'expression d'un engagement massif des collaborateurs de l'entreprise. Et c'est vrai dans tous les domaines. Ça va dans le domaine industriel, c'est vrai dans le domaine de la santé, on en a parlé tout à l'heure, dans votre domaine sans doute aussi. Il y a des mouvements assez naturels qui vont conduire à cela. Je considère que vous êtes des modèles. Mais il ne faut pas exiger ça des entreprises. Voyez-vous, j'ai dirigé Michelin pendant pas mal d'années, et Michelin n'est pourtant pas une entreprise à mission, alors que nous avions une raison d'être avant même que le rapport avec Nicole Notas soit écrit. Ce n'est pas grave. Il faut que tout le monde soit prêt. Il faut que ce soit quelque chose de parfaitement acquis et que ça vienne du terrain. Si ça ne vient pas de là, ce n'est pas la peine de forcer la mesure, parce qu'on risquerait de tout gâcher. Là, il ne faut surtout pas se tromper. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vachement bien d'être déjà 1700, je ne sais pas combien, c'est formidable. J'ai eu l'occasion de l'exprimer d'ailleurs au congrès l'autre jour des entreprises à mission. Merci. Une autre question. Je vois 2 bras se lever. Bonjour, Isabelle Girardot. Moi, j'ai été professeure d'espagnol et après, j'ai travaillé au Sénat comme fonctionnaire. Et moi, je vois deux questions que je me pose. Il y en a une, c'est le temps, c'est-à-dire comment on arrive à rendre compatible le temps très rapide, très réactif qui est demandé aux gens dans les entreprises et dans les administrations aussi. Et puis ce que ça prend de consulter les gens, les écouter, attendre que les gens réfléchissent, etc. Et la deuxième question que je me pose, c'est celle de la concurrence entre les gens dans les entreprises et dans les administrations. Moi, j'ai plutôt vu du harcèlement parce qu'il y avait en fait des concurrences pour des postes, pour des intéressés, si vous voulez. Alors, comment on arrive à cette collaboration qui est bien sûr je comprends très très bien la motivation et surtout la logique stratégique. Mais comment on fait, quoi? Alors, la question du temps, elle est essentielle. Jean-Dominique le disait, il faut du temps pour Emeis, dont le patron est là. La question de l'entreprise à mission s'est placée dès le début lorsque la Caisse des dépôts a voulu être l'actionnaire. Et Laurent Guillaume avait dit, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts et je te dirai quand est-ce qu'on sera prêt. Parce que ce n'était pas l'urgence, il y avait 8 milliards de dettes à restructurer, l'entreprise de façon n'était pas prête. Donc il faut avoir les conditions pour faire cette migration. Et ensuite, je pense que après c'est tout un exercice quand même dans le management d'être capable de donner des résultats rapides qu'on sait pouvoir être abordables, parce que si l'horizon est trop lointain, au bout d'un moment, il y a du découragement dans les équipes et il faut être capable d'annoncer des cibles qui vont pouvoir être faites immédiatement. Et généralement, c'est un peu ça l'art du management, c'est d'être capable de dire ça, on va pouvoir le faire tout de suite et c'est décidé tout de suite.
Ce qu'on avait fait, par exemple, côté Banque des Territoires, c'est la déconcentration. C'est-à-dire, avant, tout était décidé à Paris, à la rue de Lille. Et donc, on a décidé, on va faire un premier seuil de déconcentration. Et dès demain, les directeurs régionaux sont en capacité d'engager les fonds. Alors, la deuxième question que vous évoquez, c'est vrai qu'une conviction qu'on partage très fortement avec Éric Lombard, c'est la dimension coopérative. S'il y a de la compétition, s'il y a trop de concurrence à l'intérieur des organisations, c'est malsain, ça ne donne pas un climat coopératif. Notre conviction très très forte, c'est que les gens ne s'épanouissent au travail que dans un climat coopératif. Merci. Donc, pour une réconciliation entre les salariés et la raison d'être, je pense que la prochaine étape, c'est donc la révolution managériale. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre table ronde l'an prochain. Merci infiniment à vous deux. Merci.